Chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chosville à l'antenne. Toujours heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Le 30 août 2022, décédait à l'hôpital clinique central de Moscou des suites, selon la formule consacrée, d'une longue maladie grave, Mikhaïl Gorbatchev, le dernier président de l'URSS. Il avait 91 ans. En 1990, il avait reçu le prix Nobel de la paix. Un autre récipiendaire de ce prix prestigieux, le Dalai Lama, a écrit à la Fondation Gorbatchev pour exprimer ses condoléances à sa fille, Irina Virganskaya, et aux membres de sa famille, ses amis et ses partisans. Fin de citation. En Occident, de nombreuses réactions ont salué le rôle historique de Gorbatchev, alors que celles des autorités russes ont été plutôt mesurées. Le jour des obsèques, le 3 septembre, la ville de Berlin a mis les drapeaux en berne pour rendre hommage à l'un des pères de l'unité allemande, alors qu'en Russie, les drapeaux sont restés en haut des mâts. Le président Vladimir Poutine s'est contenté d'aller s'incliner devant la dépouille de Mikhaïl Gorbatchev, mais il n'a pas assisté aux obsèques. En raison des tensions entre la Russie et l'Occident provoquées par la guerre d'Ukraine, aucun dirigeant occidental ne s'est rendu aux obsèques de Gorbatchev, à l'exception notable du Premier ministre hongrois Viktor Orban. L'ancien président russe Dmitri Medvedev y assistait également. La dépouille de Mikhaïl Gorbatchev a été inhumée au cimetière Novodievitchi à Moscou, aux côtés de sa chère épouse Raïssa, décédée en 1999. La mort de l'ancien dirigeant soviétique a suscité de nombreuses réactions, souvent très négatives pour la mémoire du grand homme. Certains ont tenu à mettre en avant sa responsabilité dans la dislocation de l'URSS et son impopularité persistante en Russie. Comme tous les hommes d'État, Mikhaïl Gorbatchev avait sa part d'ombre et sa part de lumière. Pour ma part, je préfère retenir de lui le souvenir d'un homme d'appareil qui a su prendre conscience de l'impasse dans laquelle l'Union soviétique était engagée et qui a eu le courage de tenter de réformer un système irréformable afin de sauver ce qui pouvait être sauvé. Et surtout, il a apporté une chose que les peuples qui composaient l'Union soviétique n'avaient jamais goûté avant son arrivée au pouvoir. La liberté de penser, la liberté de s'exprimer sans craindre d'être arrêté, fusillé ou envoyé au goulag ou encore en hôpital psychiatrique. Rien que pour cela, pour le courage dont il a fait preuve, je tiens à rendre hommage à Mikhaïl Gorbatchev. Pour cette émission, j'ai eu l'idée de retracer sa vie parallèlement à celle de l'un de ses contemporains, un autre homme d'appareil qui lui aussi, après être arrivé au pouvoir, tenta de réformer le système dont il était issu. Je veux parler de Frédéric Willem de Klerk, le dernier président blanc de la République d'Afrique du Sud, décédé il y a moins d'un an, le 11 novembre 2021. En Russie et dans le reste du monde, l'ascension de Vladimir Poutine et la consolidation de son pouvoir autocratique ont un peu fait oublier Mikhaïl Gorbatchev. En Afrique du Sud, c'est l'iconisation, pardon pour le néologisme, l'iconisation de Nelson Mandela qui a eu tendance à occulter le souvenir de son prédécesseur immédiat, Frédéric de Klerk. Parlons tout d'abord de la jeunesse de ces deux hommes d'État. Mikhaïl Gorbatchev naquit dans une famille paysanne le 2 mars 1931 à Privolnoye, dans le territoire de Stavropol, en Russie méridionale. Son père était russe tandis que sa mère était ukrainienne. En 1950, Mikhaïl fut reçu au concours d'entrée de la faculté de droit de la très prestigieuse Université d'État de Moscou. Membre de jeunesse communiste, les Komsomol, il fut admis dès 1952 dans les rangs du Parti communiste de l'Union soviétique. En 1953, il épousa une étudiante de la faculté de philosophie,
Raïssa Titarenko, qui deviendra 30 ans plus tard l'une des épouses de dirigeants politiques les plus célèbres de la planète. En 1955, une fois diplômé, le jeune Gorbatchev entra à la Prokuratura, c'est-à-dire le parquet général de l'URSS. Il en fut presque immédiatement écarté, en vertu d'un décret secret pris sous Khrouchtchev, qui interdisait aux jeunes juristes frais et moulus de la faculté d'exercer les fonctions de procureur au motif que la promotion massive de jeunes procureurs avait facilité dans les années 30 l'organisation de purges massives que des professionnels plus expérimentés auraient peut-être refusé de cautionner. Gorbatchev regagna alors Stavropol et il gravit les échelons de la hiérarchie régionale du Komsomol, puis du parti. En 1971, il a été nommé premier secrétaire du comité du parti de Stavropol et membre du comité central. Âgé de 40 ans seulement, il devenait le plus jeune membre de cette instance, où il représentait une région essentiellement agricole. C'est à ce titre qu'en 1978, il a été promu secrétaire du comité central chargé de l'agriculture. Protégé par le chef du KGB, Yuri Andropov, qui fut ensuite secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique de novembre 82 à février 84, il entra en 1981 au bureau politique, le saint des saints du pouvoir soviétique, dont il devint le Benjamin. Sa promotion rapide devait beaucoup à la position géographique de la région de Stavropol, au piémont du Caucase. Toutes les stations thermales où se reposait l'élite suprême pendant une partie de l'été y sont situées. Il était du devoir du premier secrétaire de cette région d'accueillir ces hauts dignitaires et de se tenir à leur disposition. C'est ainsi qu'il avait fait la connaissance de Yuri Andropov. Ainsi, depuis 1971, Gorbatchev s'est personnellement occupé du séjour en villégiature de tous les membres du bureau politique et de bien des ministres, ambassadeurs, hauts responsables de l'armée et des services de sécurité, patrons des ministères économiques ou de grandes entreprises. C'est cette activité qui explique l'ascension fulgurante qui allait suivre. Mais avant de l'aborder, examinons maintenant les jeunes années de Frédéric de Klerk. Frédéric de Klerk naquit à Johannesburg le 18 mars 1936. Il était le fils de Jan de Klerk, 1903-1979, et de Hendrina Cornelia de Klerk, décédée en 2001. Sa famille, dont le nom dérive du patronyme français Leclerc, est d'origine huguenote. Elle s'était installée dans le pays en 1686, quelques mois après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, et elle a participé à plusieurs événements de l'histoire afrikaner, c'est-à-dire de ces blancs d'origine néerlandaise ou huguenote établis dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Les ancêtres de Frédéric ont notamment pris part au Grand Trek, dans le convoi mené par Pitt Retief, afin d'échapper à la domination britannique. En 1838, 3 membres de la famille de Klerk furent tués avec Retief dans le kraal du roi zoulou Dingane. Plus tard, durant la Seconde Guerre des Boers, entre 1899 et 1902, le grand-père de Frédéric de Klerk fut fait prisonnier à 2 reprises par les Britanniques avant de devenir l'un des membres fondateurs du Parti national en 1914 aux côtés de James Barry Hertzog. Selon certains généalogistes, Frédéric de Klerk, et c'est moins connu, compterait aussi parmi ses aïeux une femme Khoi. Les Khoi, c'est une ethnie indigène d'Afrique du Sud qui vit dans la partie australe de l'Afrique, qui vivait dans cette partie de l'Afrique bien avant l'arrivée des tribus bantoues qui dominent aujourd'hui cette partie du continent. Donc, parmi ses ancêtres, de Klerk avait une femme Khoi qui avait servi comme interprète pour les colons néerlandais lors de la fondation de la colonie du Cap.
Membre de l'Église réformée hollandaise, Frédéric Willem de Klerk était donc le fils cadet de Jan de Klerk, qui était directeur d'école avant de devenir ministre avec différents portefeuilles entre 1954 et 1969, puis président du Sénat de 69 à 76. Frédéric de Klerk était aussi le neveu de Johannes Strijdom, chef du gouvernement sud-africain de 1954 à 1958. Après avoir été lycéen à Krugersdorp, dans la banlieue de Johannesburg, de Klerk étudia à l'université de Potchefstroom, où il obtint un diplôme en droit avec mention en 1958. En 1959, il épousa Marieke Willemse, avec qui il élèvera 3 enfants, tous adoptés. Frédéric de Klerk et Marieke devaient malheureusement divorcer en 1998. C'est durant ses études universitaires qu'il adhéra au Parti national et surtout qu'il devint membre du Broederbond. Quelques mots au sujet du Broederbond. C'est une confrérie secrète qui fut fondée au XIXe siècle et qui avait pour but de défendre la communauté afrikaner. Donc ces blancs protestants d'origine hollandaise ou huguenots, et qui a eu une très forte influence sur le pouvoir sud-africain jusqu'à la fin du régime entre guillemets blanc en 1994. Avocat à Vereeniging, dans le sud du Transvaal, il refusa en 1972 la chaire de droit public à l'université de Potchefstroom, préférant se présenter en novembre de la même année à une élection partielle pour le siège de député de Vereeniging. Son parrain en politique était John Vorster, qui fut Premier ministre de 1966 à 1978, fonction qu'il abandonna pour devenir président de la République, poste qu'il occupa pendant quelques mois jusqu'en juin 1979, avant de démissionner. John Vorster était un ami de longue date de Jan de Klerk, le père de Frédéric. C'est cette relation qui explique l'ascension politique de Frédéric de Klerk à partir de 1978, lorsqu'il devint le plus jeune membre du gouvernement de Pieter Botha, en devenant ministre des Postes et des Télécommunications. Si le parrain de Klerk était le puissant ministre sud-africain, premier ministre sud-africain John Vorster, celui de Gorbatchev était le non moins puissant chef du KGB, Yuri Andropov. C'est cette relation qui explique l'entrée de Gorbatchev au bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique en 1981. Andropov allait continuer à soutenir son poulain lorsqu'il fut élu secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique à la mort de Léonid Brejnev en novembre 1982. Mais le règne d'Andropov à la tête du pays ne dura pas longtemps. Malade depuis longtemps, il décéda en février 1984 et fut remplacé par un autre malade, Konstantin Tchernenko, qui mourut à son tour 1 an plus tard, en mars 1985. L'ancien espion du KGB, Sergei Girnov, décrit très bien dans son livre autobiographique que je viens de lire, L'éclaireur, l'état d'esprit des soviétiques de l'époque, lassés d'entendre le lac des cygnes chaque fois que les programmes de télévision et de radio étaient interrompus. En effet, la diffusion de l'œuvre de Tchaïkovski était le signe avant-coureur de l'annonce du décès du chef de l'État. Cela s'était produit à 3 reprises en 3 ans, 1982, 1984 et 1985. C'est ce qui explique en partie le choix d'un homme jeune et en bonne santé pour remplacer Tchernenko. On l'aura compris, cet homme, ce fut Mikhaïl Gorbatchev, élu à une voix près, secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique le 11 mars 1985, à l'âge de 54 ans. Dès son accession au pouvoir suprême, Mikhaïl Gorbatchev lança la perestroïka, ce qui signifie littéralement la restructuration. À 55 ans, il incarnait l'espoir de tous ceux qui, au sein de l'appareil du pouvoir soviétique, avaient acquis la conviction que l'URSS était confrontée à une crise structurelle dans tous les domaines. Ce slogan, perestroïka, désignait les réformes que le nouveau secrétaire général
avait décidé d'entreprendre pour réformer le système soviétique. La perestroïka fut, dès ses débuts, une opération de communication politique à grande échelle, destinée à redorer le blason de l'URSS auprès de l'opinion publique occidentale, afin de restaurer son crédit auprès des élites et des décideurs occidentaux. Un an après son élection, Gorbatchev fit paraître un livre intitulé « Perestroïka » qui fut traduit en 32 langues et diffusé sur toute la planète. Preuve de l'efficacité de cette stratégie de séduction, le vocable « perestroïka » va vite entrer dans le lexique politique des langues occidentales. La première étape de la perestroïka fut la politique dite d'accélération, uskoregne, qui visait à réintroduire progressivement les mécanismes d'économie de marché en URSS et à élargir la marge d'autonomie des entreprises. Elle comprenait des réformes qui firent la part belle à la technocratie industrielle et se heurtèrent à l'opposition des premiers secrétaires régionaux du parti qui y voyaient une menace pour leur propre pouvoir local sur l'économie. Gorbatchev opéra alors dans les rangs de l'appareil du parti la purge la plus importante depuis les années 1930. Près de la moitié des membres du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique furent renouvelés en 18 mois entre 86 et 88. Prenant vite conscience que les nouveaux secrétaires régionaux étaient tout aussi rétifs aux réformes que les anciens, le secrétaire général du parti décida d'employer pour les stimuler l'arme de la glasnost. Ce terme, lui aussi entré dans le vocabulaire politique occidental, a été traduit à tort par transparence, alors qu'il signifie plutôt publicité, dans le sens de rendre les débats publics. Pour contraindre l'appareil du parti à le suivre dans son entreprise réformatrice, Gorbatchev imposa une ouverture jusqu'ici inédite de l'espace public. Dans la plus pure tradition léniniste, la glasnost était une arme du pouvoir contre les récalcitrants aux réformes, dénoncés comme autant d'éléments conservateurs pour les disqualifier. Un à un, les tabous de l'histoire furent brisés et les dysfonctionnements du système soviétique dénoncés. L'espace public fut ouvert à de nouveaux acteurs jusqu'ici privés de parole, mais assez rapidement, l'entreprise de libéralisation échappa au pouvoir. La légitimité du parti s'en trouva fortement ébranlée. La stratégie de la glasnost apparut de manière emblématique en janvier 1987, lorsque la séance plénière du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique fut retransmise en direct à la télévision. Gorbatchev y apparut comme devant justifier chacune de ses réformes face à un appareil agressif, fossilisé et incompétent. C'est dans le prolongement de la glasnost que fut lancée la troisième étape de la perestroïka, la démocratisation. La 19e conférence du PCUS, en juin-juillet 88, constitua l'apogée de la glasnost. Tous les débats furent télédiffusés, mais la glasnost, tactique de marginalisation de la partitocratie, finit par se retourner contre ses promoteurs. Le vent a tourné, déclarait Boris Yeltsin en 1989, et poursuivant, le processus de démocratisation est irréversible et il doit être mené à son terme. En 1988, le secrétaire général du PCUS avait imposé à tous les premiers secrétaires régionaux du parti, de façon à se débarrasser des derniers réfractaires à la perestroïka, d'être élus à la tête des comités exécutifs des soviets pour se maintenir à la tête des comités de parti. Gorbatchev justifia cette mesure par la nécessité de renforcer les institutions en les démocratisant. Il provoqua ainsi le transfert du pouvoir réel des instances du parti vers l'État. L'élection du nouveau congrès des députés du peuple en mars 89 acheva de jeter le discrédit sur un parti divisé, affaibli et profondément déstabilisé. Le nouveau Parlement soviétique, où pour la première fois de l'histoire de l'URSS, une partie des députés avait été élue lors d'un scrutin pluraliste, devint l'épicentre de la vie politique. Là où il se présentait face à d'autres candidats, les membres du Parti communiste furent le plus souvent battus. Pour Mikhaïl Gorbatchev, le Congrès des députés du peuple
devint la source principale de légitimité politique. En février 1990, cette institution vota la création d'un poste de président de l'URSS afin de permettre à Mikhaïl Gorbatchev d'occuper la fonction suprême. Le secrétaire général du comité central du parti fut ainsi élu président en mars 1990, le jour même où le parti, par un vote de la même institution, a été privé de son rôle dirigeant. En août 1991, le putsch des conservateurs, qui déclarait vouloir écarter provisoirement Gorbatchev du pouvoir pour sauver l'URSS de la désagrégation en instaurant l'état d'urgence, vint à point nommé pour conforter la grille de lecture du président de l'URSS, selon laquelle il était le seul garant de la poursuite des réformes. La mise en échec des putschistes par le président de la Russie, Boris Yeltsin, sonna le glas du combat entre les réformateurs et les conservateurs, mettant fin à la perestroïka et ce faisant donnant le coup de grâce à l'URSS. Il n'est donc guère contestable que l'entreprise de réforme lancée par Gorbatchev finit par provoquer la chute du système soviétique qu'il souhaitait moderniser. On connaît la suite, la dislocation de l'URSS et, en Russie, la gabegie, autant politique qu'économique, sous la direction d'un ivrogne comme président, et l'émergence suivie de l'ascension d'un homme fort qui, tel un Bonaparte russe, refonda l'État russe tout en redonnant une certaine fierté à un peuple humilié, avec toutes les conséquences que l'on sait. Voilà pourquoi Gorbatchev fut tellement détesté en Russie. S'il a apporté la liberté et la démocratie, sa politique a provoqué la désintégration d'une superpuissance et la misère au sein des populations qui la composaient, sans parler des guerres qui résultèrent de cet éclatement du Caucase à l'Ukraine. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Il en est allé de même en Afrique du Sud. Les années 80 avaient vu l'ascension politique de Gorbatchev, en URSS, furent aussi celles de la montée de De Klerk dans son pays. Après avoir été ministre des Postes et des Télécommunications en 1978, il fut successivement ministre des Sports et des Loisirs, ministre des Mines et de l'Environnement, ministre des Mines et de l'Énergie, ministre des Affaires internes et enfin ministre de l'Éducation nationale entre 1984 et 1989. Tout en devenant, à partir de 1982, le patron du Parti national, son parti, dans la province du Transvaal, fonction qui lui permit d'accéder à la tête du parti au niveau national le 2 février 1989, succédant à Peter Willem Botha, le président de la République de l'époque. Quelques mois plus tard, le 14 août 1989, Botha démissionna et c'est De Klerk qui assura l'intérim dès le lendemain. Il organisa aussitôt des élections générales anticipées qui eurent lieu le 6 septembre 1989. Petite parenthèse, ces élections, naturellement, étaient réservées aux seuls blancs, aux seuls électeurs blancs. Le Parti national les remporta sur un programme réformiste, malgré la montée plus à droite du Parti conservateur d'Andris Troinicht. Connu pour son goût de la négociation, la rigidité est mauvaise, je crois à la persuasion, disait-il, il va assurer en douceur la fin du régime de l'apartheid. Il leva l'état d'urgence en place depuis 1985. Le 28 août 1989, il se rendit en Zambie pour discuter avec le président Kenneth Kaunda, dont le pays abritait l'état-major et plusieurs camps de l'ANC, le Congrès national africain. Il y rencontra en secret les représentants de l'ANC, mais aussi des diplomates soviétiques. Après de multiples négociations confidentielles, il annonça en février 1990 la légalisation du Congrès national africain, ainsi que la libération de son chef historique, Nelson Mandela, emprisonné depuis 1962. Frédéric De Klerk entama une tournée internationale qui le conduisit, entre autres, en France, où il rencontra le président François Mitterrand, lequel n'avait pas reçu, en 1986, le président Botha, venu commémorer les soldats sud-africains morts en France durant le premier conflit mondial. Ces négociations suivies avec Nelson Mandela leur valurent conjointement, en 1993, l'obtention du prix Nobel de la paix. En mars 1992, à la suite des coups de boutoir des mouvements suprémacistes blancs et à une succession de défaites lors d'élections partielles, il fit entériner par référendum, réservé aux Blancs bien sûr, la poursuite des négociations constitutionnelles, donc par la population blanche,
et il a reçu 68% d'approbation. Les négociations aboutirent à l'établissement d'une constitution provisoire et aux premières élections multiraciales en avril 1994, à la suite desquelles le nouveau Parlement élit Nelson Mandela à la présidence de la République. Lors de ces élections, le Parti national de Klerk recueillit 20% des suffrages au niveau national. À la suite de ces élections, Frédéric Willem de Klerk occupa avec Thabo Mbeki l'un des deux nouveaux postes de vice-président de la République, fonction dont il démissionna en 1996, tout en mettant fin à la participation du Parti national au gouvernement. Il considérait en effet que les intérêts de la minorité blanche n'étaient plus assurés. Le 9 septembre 1997, Frédéric de Klerk quitta la direction du Parti national et se retira définitivement de la vie politique. L'ancien parti de l'apartheid, rebaptisé Nouveau Parti national, s'effondra aux élections de 1999, concurrencé par un parti d'opposition plus pugnace, le Parti démocratique. Frédéric de Klerk se retira dans sa ferme, près de Paarl, avec sa nouvelle conjointe, Elita, qu'il épousa en 1998. En 1999, il créa la fondation F.W. de Klerk, avec pour objectif la promotion de la paix dans les États multicommunautaires, que ce soit en Afrique du Sud ou dans d'autres pays. En agissant de la sorte, il suivait l'exemple de Mikhaïl Gorbatchev, qui, après avoir quitté le pouvoir, avait créé la fondation Gorbatchev, qui, depuis lors, œuvre pour la recherche sur la période de la perestroïka et sur tout ce qui concerne l'histoire et la politique russe. Le 4 décembre 2001, Marieke de Klerk, l'ancienne épouse de Frédéric Willem de Klerk, fut assassinée à son domicile du Cap. Elle devint l'un des symboles de la criminalité galopante dans le pays. En 2005, de Klerk dénonça l'activisme révisionniste et la trahison de ses promesses par l'ANC concernant le respect des minorités. Pour lui, par exemple, la procédure visant à débaptiser Pretoria, la capitale, pour l'appeler Tshwane, sans consultation préalable des habitants de la ville, était un abus de majorité, d'autant plus que ses habitants, majoritairement blancs, y étaient hostiles. En mars 2006, à l'occasion de ses 70 ans, Nelson Mandela rendit hommage à Frédéric de Klerk pour avoir évité un bain de sang à l'Afrique du Sud en acceptant la négociation et le principe d'une Afrique du Sud multiraciale. Le 30 avril 2006, de Klerk fit sensation dans un article du Sunday Independent en répondant aux propos de l'archevêque Desmond Tutu, qui regrettait que, selon lui, selon l'archevêque, la communauté blanche sud-africaine n'était pas assez reconnaissante envers les Noirs sud-africains pour la générosité que ceux-ci ont eue à leur égard. Pour de Klerk, les citoyens noirs devraient être reconnaissants envers les Blancs pour leur avoir laissé le pouvoir et avoir ainsi surmonté leur peur. Il répéta que le système d'apartheid était moralement indéfendable, mais refusa de qualifier le régime blanc de criminel. En mars 2021, Frédéric de Klerk annonça souffrir d'un mésothéliome. C'est le 11 novembre de cette année-là qu'il décéda, à 85 ans, à son domicile de Fresnay, au Cap. Quelques heures après sa mort, la fondation de Klerk diffusa un message vidéo posthume de 7 minutes que l'ancien président avait enregistré en tant que son dernier message adressé au peuple d'Afrique du Sud. Dans cette vidéo, il présentait sans réserve, à titre personnel et en sa qualité d'ancien dirigeant, ses regrets pour les douleurs et les dégâts causés aux populations noires, métisses et indiennes par l'apartheid, affirmant qu'après l'avoir défendu dans sa jeunesse, il avait complètement changé d'avis dès le début des années 80, que l'apartheid était une erreur et que, je cite, nous étions arrivés à un point moralement injustifiable. Une période de deuil de 4 jours fut proclamée par le gouvernement et les drapeaux furent mis en berne en marque de respect pour l'ancien président. La famille déclina l'organisation de funérailles d'État et annonça qu'il n'y aurait qu'une cérémonie funéraire privée limitée à la famille, suivie d'une crémation. Un hommage officiel fut organisé le 12 décembre 2021 à l'église de Grootekerk du Cap, au cours duquel le président Cyril Ramaphosa prononça l'éloge funèbre de l'ancien chef de l'État. Drapeau mis en berne, hommage officiel et éloge funèbre prononcés par le président, c'est tout ce à quoi Mikhaïl Gorbatchev n'a pas eu le droit en Russie. Il est vrai que même si l'Afrique du Sud, depuis le départ du pouvoir de Klerk
en 1994 est minée par la corruption, la pire criminalité au monde et la gabegie économique, elle demeure malgré tout une démocratie où une opposition virulente se fait entendre, où la presse est la plus libre d'Afrique et où un président corrompu peut être amené à démissionner et traîner ensuite devant la justice, comme cela fut le cas de Jacob Zuma, le prédécesseur de l'actuel président. De plus, l'Afrique du Sud n'a jamais agressé de pays voisins. Tout cela fait une grande différence avec la Russie de Vladimir Poutine. Pour ma part, je salue la mémoire de ces deux hommes d'appareil, que rien dans leur éducation ou dans le début de leur carrière ne prédestinait à devenir des réformateurs. Frédéric de Klerk a fait preuve d'un grand courage en négociant avec Nelson Mandela après l'avoir fait libérer. Quant à Mikhaïl Gorbatchev, il a aussi fait preuve de courage en mettant fin au régime à parti unique et en ouvrant l'espace politique et en entreprenant, sans doute trop tard et trop vite, des réformes en URSS. Pour terminer, chers auditeurs, je vous laisse avec le lac des cygnes.